Malgré l'abondance de ses ressources naturelles et sa grande superficie, la République démocratique du Congo a toujours du mal à décoller, surtout sur le plan économique, et atteindre l'émergence tant souhaitée par ses fils et filles. La dernière crise qui est en vue, c'est celle de la pandémie à coronavirus qui a pratiquement fragilisé l'économie internationale en général, mais celle de la République démocratique du Congo en particulier. C'est dans ces cadres que votre émission Carrefour a reçu pour vous Dr Noël Tiani Mwadian Vita, un économiste de son état. Avec lui, nous allons devoir discuter autour de mécanismes pratiques qu'il a pu proposer dans sa vision qu'il a étalée dans son plan Marshall pour le changement et le développement de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue dans Carrefour. Nous sommes avec le docteur Noël Tiani Mwadian Vita. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission Carrefour. Moi aussi, c'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Première question, docteur, vous êtes porteur d'une vision dénommée Plan Marshall Noël Tiani pour le développement et le changement de la République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il exactement? Oui, effectivement, je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. Okay. Il s'agit au fait d'une vision du développement pour sortir notre pays, la République démocratique du Congo, du sous-développement dans lequel nous sommes plongés maintenant et devenir un pays émergent sur une période de temps bien spécifique. Et cette période de temps, je me suis assigné l'objectif de 15 ans. Okay. Comme vous savez, actuellement, nous avons l'abondance des ressources naturelles. Depuis notre naissance, on nous dit toujours et on nous répète la même chose, le Congo est un scandale géologique. J'ai pu faire le recensement. J'ai trouvé qu'en plus des potentialités dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme, nous avons des mines, c'est-à-dire des minerais illimités. Nous avons recensé près de 1100 minerais et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à près de 38 000 milliards de dollars. Ça veut dire que nous sommes un pays potentiellement riche, plus riche que l'Union européenne, plus riche que les États-Unis d'Amérique. Mais malgré tout ça, nous vivons dans la pauvreté la plus totale. Nous avons 85% de la population active au chômage. Nous n'avons pas d'infrastructure de base, pas de routes, pas de chemin de fer, pas d'aéroport moderne. Nous avons des écoles et des hôpitaux qui sont totalement délabrés au point où, quand on a connu la pandémie de Covid-19, on a vu un grand pays de 100 millions d'habitants, on n'avait même pas un hôpital moderne capable d'accueillir un nombre important de malades. J'ai été révolté par ça. J'ai rédigé donc une vision, un plan de développement pour sortir notre pays de cette situation macabre et devenir un pays émergent où il y aurait du travail pour tout le monde, créer le plein emploi, où il y aurait des infrastructures bâties partout, reliant toutes les 26 provinces du pays. Il y aurait des aéroports internationaux, 4 ou 5 aéroports internationaux de qualité, des écoles modernes, et le peuple congolais vivrait du niveau de vie de la population. On augmenterait ce revenu par tête d'habitant de 458 $ aujourd'hui à 15 000 $ au moins en 15 ans. Docteur, dans votre plan Marshall, vous avez ciblé des secteurs clés, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage et autres. Pourquoi ces secteurs vous ont-ils attiré particulièrement? Pourquoi pas peut-être les autres, comme le sport, la culture et autres? Pourquoi avoir mis l'accent spécifiquement sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres? Au fait, le plan Marshall, c'est un plan cohérent couvrant tous les secteurs. Nous avons au total 50 programmes articulés, reliés les uns aux autres. Pourquoi? Parce que dans le domaine du développement, on ne peut pas dire qu'on peut développer simplement un seul secteur et négliger les autres. Donc nous avons 50 programmes couvrant la culture, le changement des mentalités, les mines, l'élevage,
la pêche, couvrant tous les secteurs, donc les ressources humaines, donc tous l'industrialisation. Donc nous avons 50 programmes au total. Mais je parle aujourd'hui de l'agriculture comme étant l'agriculture, l'élevage et la pêche comme étant des secteurs pouvant avoir un impact immédiat dans le contexte après la Covid-19. Ces trois secteurs peuvent avoir un impact immédiat sur la santé de la population, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de devises étrangères aujourd'hui pour importer la nourriture qu'on a toujours importée de l'extérieur. Je considère que nous pouvons industrialiser l'agriculture, industrialiser la pêche, mécaniser l'élevage et produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation et dégager même un surplus que nous pouvons vendre aux autres pays africains, pourquoi pas donc au reste du monde, et gagner de l'argent afin de pouvoir renflouer le matelas de devises qui viennent donc en soutien à la monnaie nationale. Donc l'accent que je mets sur ces trois secteurs-là ne veut pas dire qu'on néglige les autres. Okay. Ça veut dire simplement que c'est une des priorités parmi les priorités qui peuvent avoir un impact immédiat sur la vie de tous les jours, le panier de la ménagère donc au Congo. Je voudrais, dans ce cadre-là, dire l'impact que ces trois secteurs peuvent avoir. C'est que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, 85% de la population active au chômage. Et nous savons que la grande portion de notre population vit dans les milieux ruraux. Environ 75%, 75% de la population congolaise vit dans des campagnes, dans des milieux ruraux, dans des provinces. Et dans ces milieux-là, il n'y a pas du travail. Donc si nous voulons avoir un grand impact sur la création d'emplois pour la population congolaise, nous devons mécaniser les activités comme l'agriculture, l'élevage et la pêche, parce que ça va créer du travail pour nos compatriotes qui vivent dans des milieux ruraux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a cultivé et qu'on a récolté la production, on peut la vendre, gagner de l'argent, ça augmente le revenu par tête d'habitant. Exactement. La grande portion donc, de la population congolaise, ça contribue immédiatement à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. C'est ça que j'ai tenu en considération pour arriver à mettre l'accent sur ces trois secteurs-là. Vous avez démontré que ces secteurs souffrent généralement parce que le gouvernement n'alloue pas, n'est-ce pas, ou ne finance pas généralement ces secteurs-là. Alors, vous avez proposé des mécanismes, ou quels sont les mécanismes de financement de ces secteurs, c'est-à-dire de l'agriculture, la pêche et l'élevage, pour que ça puisse aujourd'hui devenir des secteurs clés du développement de la République démocratique du Congo? Oui, j'ai analysé les allocations budgétaires dans notre pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et les gouvernements successifs ont toujours déclaré que l'agriculture était la priorité des priorités. Mais quand on regarde les allocations budgétaires, on trouve qu'en moyenne, on a alloué près de 3% des ressources budgétaires au développement de l'agriculture. Chose qui est trop faible. C'est trop faible, ce n'est pas suffisant. Et quand on a alloué plus de ressources, on est allé peut-être jusque dans les environs des 10%, mais même les 10%, on les décaisse pas en faveur de l'agriculture, on finit par utiliser ces ressources pour autre chose. Si bien qu'en réalité, en tant que pays, nous n'avons pas pris ces secteurs-là au sérieux. Conséquence, aujourd'hui, nous sommes des importateurs nets de la nourriture que nous consommons. Cette nourriture donc vient d'autres pays africains. Je suis allé dans les magasins ici à Sosimat. Et dans les magasins, j'ai vu des farines de maïs et des farines de manioc. Je demande, ça vient d'où? On me dit que ça vient de l'Ouganda, ça vient du Rwanda, ça vient de l'Angola, de la Zambie, d'Afrique du Sud, de la Malaisie. Alors que la RDC a la capacité de produire. Nous avons 125 millions d'hectares de terres arables, bonnes pour l'agriculture. Juste en partant d'ici, j'ai visité le plateau de Bateke. C'est à moins de 2 heures donc de la ville de Kinshasa, du centre-ville de Kinshasa. Mais quand vous arrivez au plateau de Bateke, vous assistez à des hectares de terres illimitées qui ne sont pas utilisés, qu'on peut mettre en valeur en développant l'agriculture. Donc, je considère que ce secteur-là, il y a tout à faire et le potentiel est là. Nous devons, en tant que pays, en tant que gouvernement, en tant que secteur privé, en tant que population congolaise, mettre des ressources là où nous pouvons avoir la meilleure rentabilité pour nos investissements, et l'agriculture, l'élevage et la pêche constituent ces secteurs-là. Maintenant, un des problèmes que rencontrent ces secteurs pour son développement
pour leur développement, parce qu'il s'agit de 3 secteurs ici, un des problèmes, c'est le manque de financement. Manque de financement, pourquoi? Parce que les banques commerciales, nous en avons 16, qui sont toutes des banques étrangères et qui sont toutes des petites banques ayant des capitaux d'environ 30 millions de dollars. C'est trop petit pour faire la différence. Mais quand vous allez, un agriculteur qui va demander des financements auprès d'une banque commerciale, on va le regarder comme s'il sort, comme c'est un extraterrestre. On ne va pas lui donner de financement. Et si on lui donne des financements, ce sera à des conditions qui sont tellement chères que ce ne sera pas possible de rentabiliser ces activités. Maintenant, quels sont les mécanismes qu'il faut utiliser pour arriver à pallier à cette défaillance-là? Je me suis inspiré de ce que j'ai vu ailleurs. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions dans d'autres pays, dans les Caraïbes, en Afrique de l'Ouest, en Asie. Et la première des possibilités pour financer l'agriculture, ce serait que les banques commerciales existantes s'intéressent à ce secteur-là. Bien qu'étant étrangères. Même si ce sont des banques étrangères, parce qu'une banque normale veut gagner de l'argent, quelle que soit l'origine de ses capitaux. Et pour gagner de l'argent, elle doit prêter. Malheureusement, nos banques gagnent de l'argent sur autre chose que sur les prêts. Parce que quand vous regardez le total du volume de prêts qu'on a fait à l'économie, ce volume est trop petit par rapport à ce que font d'autres banques. Dans d'autres banques, dans d'autres pays, le total du crédit représente environ 70% du total du bilan des banques. Ici, nous avons environ moins de 10%. Je dirais même autour donc de 5% du total des bilans des banques qui est constitué de crédits, et ce sont des crédits aux grosses entreprises, pas aux petits paysans, pas aux agriculteurs, pas aux paysans, pas aux éleveurs, pas aux pêcheurs. Donc, nous devons maintenant trouver des mécanismes pour inciter les banques à pouvoir s'intéresser à ce secteur-là en faisant du crédit. Et un mécanisme qui a été utilisé dans beaucoup de pays, c'est que l'État du pays, le gouvernement congolais, devrait se porter garant pour le remboursement de crédit au cas où... Il y a aussi le problème de crédit ou la crédibilité de l'État. Exactement. Donc, si l'État s'est porté garant auprès des banques commerciales, dans beaucoup de pays, les banques commerciales vont courir pour faire ce crédit-là, sachant qu'ils ne prennent pas le risque sur le paysan, sur l'agriculteur, l'éleveur ou bien le pêcheur, sachant que si celui-là ne rembourse pas, c'est l'État qui va rembourser. Le faire, ouais. Mais nous avons un problème ici en RDC. Le problème, c'est que l'État lui-même n'est pas crédible. C'est que l'État a tout plein d'arriérés de ce qu'on appelle la dette intérieure. L'État ne paye pas les salaires à ses propres fonctionnaires depuis 12 mois, depuis plus que ça. Si bien que les banques ne vont pas regarder l'État comme étant un garantor. Un garantor en anglais, je ne sais pas comment vous dites ça en français, comme étant quelqu'un qui donne de la garantie de la qualité. On va regarder l'État comme quelqu'un qui est capable lui-même de ne pas rembourser. Et s'il ne rembourse pas, on est bloqué parce que c'est l'État, on ne peut rien lui faire. Donc, ce mécanisme de passer par les banques commerciales, et de demander à l'État de garantir le remboursement des prêts, ce mécanisme ne marche pas très bien dans notre pays, ou ne peut pas marcher. Deuxième mécanisme, ce serait des petites institutions qu'on appelle des microfinances. Les microfinances sont souvent des petites institutions financières, la plupart du temps, dont le capital est détenu par des bailleurs de fonds ou bien par des ONG internationales. Et ces organisations font des petits crédits de 200, 300 dollars, 500 dollars aux paysans, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs. Mais malheureusement, les taux d'intérêt pratiqués par les institutions de microfinance sont tellement élevés qu'il est difficile à un paysan qui a obtenu ce crédit-là de produire, de vendre sa production et d'avoir suffisamment de recettes pour rembourser le crédit. Ça, c'est la première difficulté. Mais la deuxième difficulté, c'est que les microfinances sont tellement petites que la portion de la population qu'elles peuvent donc atteindre reste très limitée. Donc l'impact sur la population congolaise de 100 millions d'habitants, dont la grande partie sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, l'impact est très réduit. Troisième mécanisme qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle des coopératives d'épargne ou de crédit. Les coopératives sont mises ensemble ou bien créées par une association d'individus, d'agriculteurs, d'éleveurs ou de pêche qui partagent les mêmes problèmes, mais qui mettent de côté de l'argent ou qui cotisent pour qu'on utilise cet argent pour prêter à ceux qui en ont besoin en cas de besoin. Malheureusement, la grande portion de la population congolaise, elle est pauvre.
Parce que les pauvres, et surtout dans les milieux ruraux, trouver quelqu'un qui peut avoir des épargnes pour mettre dans une coopérative, c'est une mission impossible. Donc les coopératives, on n'arrive pas à les développer comme il se doit dans un pays comme la RDC. Quatrième possibilité, ce serait pour l'État de mettre en place ce qu'on appelle une banque nationale pour le financement de l'agriculture. Nous avons déjà une banque de ce genre-là, mais qui souffre de manque de solidité financière, étant donné qu'il n'a pas beaucoup de moyens et l'État actionnaire n'arrive pas à lui donner tous les moyens qu'il faut pour faire face à des besoins importants de ce secteur-là. Et il y a eu aussi des problèmes de mauvaise gestion, il faut le reconnaître. Quand il y a une banque nationale, dans les mains de l'État, la plupart du temps, on aboutit à la distribution des crédits pour des raisons politiques, plutôt que des crédits qui sont justifiés économiquement. Donc, ce secteur-là, on ne l'a pas exploité comme il se doit. Moi, je propose quelque chose qui a existé dans le passé, mais qu'on n'a pas pu exploiter comme il se devait. Je considère que l'État congolais parle de la reconstruction et du développement. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de besoins dans plusieurs secteurs. Mais nous n'avons pas un mécanisme pour le financement des besoins de reconstruction dans le pays. Je propose la mise en place de ce que j'appelle la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une banque de développement, une grande banque de développement dont le capital sera dans les mains de l'État actionnaire de l'État congolais. On peut trouver même des mécanismes pour que les provinces puissent avoir une portion du capital si elles peuvent avoir dans les limites de leurs moyens. Mais on peut aussi y amener des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux internationaux. Mais on doit structurer la banque telle que les bailleurs de fonds ne viennent pas paralyser le fonctionnement d'une institution si elles ne sont pas d'accord avec certaines politiques. Mais leur présence dans le conseil d'administration pourrait faire en sorte qu'on atténue les risques d'avoir une institution qui est totalement ou exclusivement gérée par des Congolais avec des risques d'abus dans la distribution donc des crédits. Ce serait une grosse banque qui va financer, qui va mobiliser des grosses ressources, mais également financer des gros projets dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ce serait un des secteurs ou trois des secteurs, mais également dans le domaine de développement des grandes infrastructures, la construction des grands aéroports, le financement des besoins donc dans ces domaines-là, la construction donc des autoroutes modernes. On peut utiliser donc le système des péages pour que quand on a mobilisé des ressources, on a financé la construction d'une autoroute, on utilise donc l'argent qu'on récolte avec les péages pour rembourser le prêt. En ce qui concerne donc les aéroports, on peut construire un grand aéroport comme celui qui a été construit tout récemment au Sénégal et utiliser les frais que payent l'équivalent des GoPass ici, les frais que payent les compagnies aériennes pour transiter par cet aéroport ou bien les passagers qui payent des GoPass. On peut utiliser cela, loger cela dans un compte escroc tenu par cette banque pour pouvoir rembourser donc des prêts. Donc si on fait ces choses-là, moi je pense que nous pourrons trouver des mécanismes, notamment cette Banque internationale pour la reconstruction et le développement donc de la RDC, mais également nous pouvons penser à mettre en place une bonne banque pour le financement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, équivalent à ce que moi j'ai vu que nous avons fait d'ailleurs au Mali. La Banque nationale pour le développement de l'agriculture au Mali, la BNDEA, c'est que cette banque l'a fait. Dans le capital, il y a des bailleurs de fonds qui sont aussi membres du conseil d'administration qui permettent donc d'atténuer un tout petit peu les décisions qui peuvent être prises par les nationaux simplement. Et la banque finance des campagnes agricoles et on utilise des avances qu'on fait aux agriculteurs pour acheter des engrais chimiques, pour faire comment ça s'appelle, pour débroussailler donc les terrains, les intrants agricoles. Et au moment opportun, quand il y a donc des productions, il y a une autre compagnie qui achète les productions, qui garantit aux producteurs qu'on va acheter les productions à un certain prix, même en achetant ces productions à crédit, en remettant des jetons aux producteurs. Mais quand on va vendre la production, en ce moment-là, on viendra rembourser les agriculteurs ou les paysans qui ont vendu donc leur production et qui, à leur tour, vont utiliser cet argent pour rembourser les crédits qu'ils avaient obtenus auprès donc, de la Banque de financement de crédit agricole. Je pense que si on fait ces mécanismes-là, on pourra trouver des solutions aux questions de financement qui se posent donc au niveau du financement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche en République démocratique. Alors, docteur, très bien dit, mais nous constatons d'ailleurs
vous et moi, et d'ailleurs le téléspectateur, que c'est l'État qui est l'acteur principal dans la réalisation de ces grands projets. Alors, comment devrait se passer la mobilisation de ressources? Parce que c'est là où souvent ça pose des problèmes. Doit-on faire appel aux bailleurs de fonds ou au niveau local, on peut mobiliser les ressources et réussir à atteindre cet objectif-là? Je pense que l'État est en même temps le problème, mais aussi la solution. C'est pour cela que dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, je mets l'accent sur la réhabilitation, la restructuration de l'État lui-même. Nous parlons aujourd'hui dans le jargon des politiciens au Congo des réformes institutionnelles qu'il faut faire. Ces réformes sont importantes pour qu'on ait un État qui fonctionne normalement, un État qui devienne plus crédible que ce qu'il est aujourd'hui et qui soit à mesure de mobiliser des ressources pour faire face aux besoins de développement du pays. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on ait un gouvernement de 67 ministres. Pour servir à quoi? Budgétivore. Vous donnez par là déjà au marché le message que vous ne savez pas bien gérer les ressources. Quand vous avez 67 ministres, pour un travail qui peut être fait par 20 ministres, ça montre que vous ne savez pas bien utiliser les ressources. C'est un signe de mauvaise gouvernance dans le départ. Donc on doit se faire violence pour restructurer l'État afin qu'il fonctionne mieux. Maintenant, quand l'État est responsable, en mettant en place la banque telle que je la propose, on doit mettre en place des mécanismes tels que la banque soit crédibilisée. Ça ne sert à rien de dire que la banque doit être gérée par autant de directeurs qui viennent du FCC, autant de directeurs qui viennent du cash. C'est une banque qui doit être technique. Il faut que les politiciens sortent de là, qu'on mette la banque et qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand on fait ces choses-là, les gens ne sont pas naïfs. Ils vont apprécier la crédibilité de la banque et quand elle fait des emprunts obligataires pour lever des ressources sur les marchés afin de financer son programme d'activité, les gens vont répondre favorablement. Il faut qu'on trouve des mécanismes pour que les actions de la banque soient garanties, non pas simplement par l'État, mais également s'il y a des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux qui sont dedans, qu'il y ait une certaine crédibilité qui vienne de ces bailleurs de fonds pour que la banque paraisse beaucoup plus crédible. En plus de cela, si la banque est bien gérée, si elle publie des états financiers régulièrement, s'il n'y a pas de sous-comptes dans lesquels on cache de l'argent comme ça se passe à la Banque centrale, si on fait ces choses-là, les marchés financiers vont apprécier la crédibilité de la banque. Si bien que quand elle va dire « je voudrais lever par exemple 1 milliard de dollars pour financer mes activités pendant les 12 prochains mois », les gens vont répondre. Des investisseurs qui seraient non pas simplement congolais, mais également africains ou bien internationaux. J'ai fait ce travail-là avec une banque en Afrique de l'Ouest, qui est une banque de développement. Ça s'appelle la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD. J'ai géré le programme pour amener la BOAD à être cotée sur les marchés financiers, avoir ce qu'on appelle des notations qui viennent de Standard & Poor's, Fitch et d'autres agences de notation. Une fois que vous avez ces notations-là, la BOAD, chaque fois qu'elle veut financer son programme de développement pour les 5 prochaines années, elle émet des emprunts obligataires. En Afrique de l'Ouest, les gens souscrivent massivement quand on sait que la BOAD donc, a émis des emprunts obligataires, veut lever des ressources. Tout le monde souscrit, non seulement des individus, des entreprises privées, des États, mais aussi des investisseurs internationaux qui viennent des États-Unis, d'Asie et consorts. Nous pouvons faire le même mécanisme pour que notre banque de développement, que je propose qu'on mette en œuvre, en place, puisse être aussi crédible que la Banque ouest-africaine de développement en Afrique de l'Ouest. Et ça pourrait donner donc à la République démocratique du Congo l'occasion de lever ces ressources-là qui nous manquent aujourd'hui pour qu'on puisse financer des grands projets de développement, c'est-à-dire la construction d'aéroports, la construction des autoroutes, des chemins de fer, mais également utiliser un peu de ressources pour financer l'agriculture, l'élevage et la pêche. Docteur, j'ai peur que ces projets puissent connaître un aboutissement heureux. Je ne suis pas pessimiste parce que le pays, généralement, la main-d'œuvre, la population, ces secteurs-là, ou ces 3 secteurs, n'attirent pas trop la population. Il y aura donc un problème de la main-d'œuvre technique. Aujourd'hui, pour se dire que j'ai bien étudié, il faut faire le droit, il faut faire économie,
il faut faire, c'est pas moi, sciences politiques et l'agriculture, l'environnement et tout ça, c'est un peu négligé par même la population déjà. Comment faire pour que déjà au niveau de la main-d'œuvre technique, que nous puissions avoir un grand nombre de techniciens bien formés pour que le projet atteigne son objectif? C'est pour cela que je parle encore une fois de plus d'une vision de développement. Le pays doit avoir une vision de développement et doit savoir vendre cette vision de développement auprès de la population. Quand nous avons une vision de développement comme le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, avec des objectifs clairs en se disant nous pouvons sortir du sous-développement pour devenir pays émergent en l'espace de 15 ans. Mais pour y arriver, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, nous avons besoin d'avoir des ingénieurs agronomes formés. Nous devons bâtir la capacité dans ces secteurs-là. Et là, pour bâtir la capacité, on a besoin d'investir dans le système éducatif. Il y a des écoles agronomiques où on forme des agronomes et qui doivent être mises en place. Moi, j'ai grandi dans un coin en Gandanjika où il y avait une compagnie qu'on appelait l'INERA, un institut national de recherche agronomique. On formait des gens de qualité, des agronomes de qualité. Il y avait des écoles au niveau de Kisangani, je crois Bengamisa, où on formait des agronomes de qualité. Nous devons réinvestir. Et si aujourd'hui vous partez voir ces écoles, il n'y a pratiquement plus d'élèves. Il n'y a plus rien, mais c'est de notre faute. C'est pour ça que nous devons avoir la vision. Quand on a une vision, on saura qu'il faut allouer nos ressources pour réhabiliter ces écoles-là. Ce n'est pas de l'argent perdu. C'est un investissement. Si on veut que l'agriculture devienne un secteur rentable, productif, l'agriculture, l'élevage et la pêche, donc dans 2-3 années, il faudrait que nous puissions investir dans l'éducation pour former des gens dans ce secteur-là, qu'on leur donne tous les moyens possibles pour qu'ils soient en mesure donc de faire leur travail. Donc c'est une question de vision. Moi, je pense que nous pouvons réussir cela parce qu'en allant simplement ici au plateau de Batéké, comme je vous ai dit, j'ai vu qu'il y a le potentiel. Mais la population ne s'y intéresse pas parce que l'État lui-même ne les accompagne pas. Et quand on va au niveau de l'État parler le discours qui permet à la population de se sentir à l'aise, que quand ils ont besoin d'assistance, il y a des institutions qui existent, ou des ministères, ou des institutions de formation professionnelle, ou des banques qui peuvent les accompagner, les gens vont venir. Et ce ne sont pas simplement donc les gens qui vivent dans des campagnes. Ce seraient même des grands hommes d'affaires qui vivent ici, à Kinshasa ou à travers donc le pays, qui vont aller dans ces secteurs-là pour y investir parce que on sait qu'il y a accompagnement de l'État ou des institutions appropriées. On sait qu'on peut trouver donc des financements et on sait que quand on va produire, il y a un accompagnement pour la transformation des produits de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche en produits finis, les mettre dans des sachets. Mais de l'autre côté, quand on va réaliser que l'État est en train de construire des infrastructures pour permettre donc le transport facile de ces productions-là vers les milieux de consommation. Par exemple, la construction donc de routes, des autoroutes, mais également la distribution de l'électricité, la distribution donc de l'eau un peu partout. Quand je pars au plateau de Batéké, je vois la ligne électrique qui vient de Inga, qui passe au-dessus du village qu'on appelle Andakuya Pembe. Mais l'électricité passe au-dessus et en dessous dans le village, ils sont dans le noir. Comment on a pu penser un pays qui avait une vision de développement aurait dû penser qu'il faut soutirer l'électricité à chaque point de passage pour donner cette électricité donc aux producteurs, mais également aux populations un peu partout où ces lignes-là, par où ça passe. Donc nous devons avoir cette vision globale pour arriver à régler ces problèmes, mais surtout à motiver la population, à s'intéresser aux secteurs qui sont rentables, en montrant à la population qu'il y a l'accompagnement de l'État, mais également des institutions appropriées, y inclut la disponibilité donc du crédit. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez confirmer que l'émergence de la RDC peut partir de l'agriculture? Oui, je peux confirmer que l'émergence de la RDC peut partir de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, parce que ces secteurs-là ont d'abord une rentabilité à court terme très élevée. Si on investit dans un champ agricole, on peut avoir la production dans 4 mois, dans 6 mois. On peut déjà commencer à avoir les fruits de ces investissements. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que nous voulons, dans le développement, nous voulons réaliser quoi? Nous voulons changer la qualité de vie de la population. Et je vous ai dit tout à l'heure là que 75% de la population congolaise se trouve dans des campagnes.
Donc, si nous investissons pour accompagner les producteurs, les éleveurs et les pêcheurs dans les milieux ruraux, on aura une rentabilité immédiate et on va contribuer à améliorer ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Et ça va éviter aussi l'exode rural. Ça va éviter l'exode rural, ça va créer des emplois pour des gens, ça va leur donner des revenus et ça permettra donc aux gens de se sentir donc en paix, en sécurité dans leur pays. Ça va éviter les crimes qu'on commet à gauche, à droite. Quand quelqu'un est occupé, qu'il a du travail à faire et qu'il sait nourrir sa famille, cette personne-là devient l'ennemi numéro 1 de l'insécurité. Il va faire en sorte que son quartier soit sécurisé et qu'il n'y ait pas de bandits qui viennent là-bas pour prendre les enfants, leur donner des armes, commencer à tirer sur les gens. Donc, le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, c'est la priorité des priorités qui pourra avoir un impact considérable et immédiat sur la qualité de vie de la grande majorité de la population congolaise. La RDC, à un moment donné de son histoire, a mis sur pied un projet appelé Bukangalonzo. Parce que nous parlons de l'agriculture, c'est important que nous puissions également parler de ces secteurs-là ou de parler de ces projets-là, de ces parcs agro-industriels appelés Bukangalonzo. En tant que technicien, en tant qu'économiste, qu'est-ce qui a manqué à ces parcs ou à ces grands projets de prendre son envol et de faire réellement de la République démocratique du Congo ces grands pays qui met au cœur de ses actions l'agriculture? Il a manqué plusieurs choses à ce projet-là. D'abord, il a manqué l'intégrité aux dirigeants politiques. Je ne peux pas comprendre qu'on pense pouvoir développer l'agriculture en mécanisant Bukangalonzo, en achetant tous ces équipements, mais en les abandonnant là-bas. Et pendant qu'on abandonnait les équipements là-bas, on avait des universités privées qui sortaient donc à Kindu-Maniema. Il y a eu donc manque d'intégrité de la part des dirigeants numéro 1 qui étaient responsables de cela. Deuxième élément, on a manqué la capacité en tant que pays de faire le suivi sur le projet. Un projet peut être grandiose, mais quand on le conçoit, il faut qu'il y ait des suivis et un suivi régulier. Comment est-ce que nous découvrons aujourd'hui que Bukangalonzo a des équipements, des gros équipements engins qui ont été cannibalisés et qui n'étaient même pas protégés par l'État? Donc il y a eu la capacité de suivi. Troisième élément, c'est le manque de capacité. Quand vous voulez développer l'agriculture, mais faites une étude de bout en comble, du début à la fin. Vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin non seulement d'acheter des équipements, mais vous aurez besoin donc d'agriculteurs, d'agronomes formés, et vous aurez besoin des gens qui peuvent gérer ce programme-là, qui peuvent être présents sur le terrain, et vous aurez besoin donc, quand on produit, on va faire quoi avec la production? La production doit être soit transformée localement, à Bukangalonzo même, en y mettant des industries qui vont acheter, transformer les productions, mettre cela dans des sachets, dans des boîtes de conserve. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez faire quoi avec la production? Est-ce que c'est pour la consommation intérieure? Comment vous allez acheminer cela de Bukangalonzo en Ganajika, à Bunia, à Butembo, un peu partout donc en République démocratique du Congo? Il faut prévoir donc des routes, des moyens de communication. Donc, c'est toute une vision de développement. Et c'est tout cela qui nous a manqué. Moi, je déplore donc la façon dont la RDC fait des choses. Même des petits projets, nous ne sommes pas capables de pouvoir les gérer. Je donne l'exemple. Quand vous avez les sauts de moutons d'une longueur de 50 mètres qui prennent 2 ans, on nous a dit au départ donc ça va être fait en 3 mois. Maintenant, nous sommes à 2 ans et on n'a toujours pas terminé la construction des sauts de moutons. Comment voulez-vous gérer un gros projet qui va demander des milliards si on n'est pas en mesure de gérer donc ces petits trucs-là? Et en plus de cela, nous avons le problème que j'appelle le tribalisme. C'est-à-dire on ne déploie pas les ressources humaines à l'endroit où on doit les utiliser. Les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Vos histoires de tribalisme, moi je suis fatigué avec ça. Vous savez, quelle est la différence entre quelqu'un qui est du Kasaï et celui du Bandundu, du Katanga ou bien de l'Équateur, de la province orientale? Quelle est la différence? Nous sommes tous Congolais. Et moi, je dis que notre État doit être sérieux pour lutter contre ce fléau-là. Je suis sidéré de voir des ministères, où on trouve le ministre originaire d'une province, le deuxième ministre, le directeur de cabinet originaire donc de la même famille ou bien de la même province, la secrétaire originaire de la même famille et consort. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on arrive à adopter des lois qui interdisent certaines antivaleurs, dont le tribalisme. Par exemple, vous êtes un officiel, vous ne pouvez pas avoir plus de
10% des personnes qui viennent donc de votre province ou bien de votre famille. Vous devez utiliser les autres Congolais, donner la chance à tout le monde donc de la République démocratique du Congo. Qu'on ait des lois, qu'on sanctionne ceux qui violent ces lois-là et qu'on donne des promotions à ceux qui respectent des lois. C'est comme ça que la société devrait avancer. D'aucuns estiment que, parce que le gouvernement compte relancer ces projets-là, il faudrait délocaliser Bukangalonzo de la province du Kwango pour une autre province parce que la terre n'était pas aussi très fertile que ça. Est-ce qu'il faudrait garder Bukangalonzo là où ça se trouve ou il faudrait délocaliser pour une autre province? Quand on a commencé un projet, il ne faut pas trouver des voies faciles pour défaire ce qu'on a déjà mis en place comme infrastructure et aller recommencer donc à zéro ailleurs. Avant de faire Bukangalonzo, je pense qu'il y avait des études du sol. Et si les études du sol à l'époque avaient indiqué que ce sol était fertile, je ne pense pas que du jour au lendemain, le sol est devenu infertile. Donc, il faut qu'on cherche comment faire fonctionner les projets et surtout, je voudrais vous rappeler que Bukangalonzo devait créer des emplois pour les populations de ce côté-là. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que aujourd'hui on sort Bukangalonzo, on abandonne cette population pour aller maintenant créer des emplois quelque part d'autre. Ça, je ne suis pas d'accord. On peut développer Bukangalonzo, mettre tous les éléments qu'il faut, créer des emplois pour les populations donc de ce côté. Bukangalonzo se trouve au Bandundu, Oui, c'est ça? le grand Bandundu. Dans le grand Bandundu, qu'on crée des emplois pour les populations de Bandundu. Si les terres ne sont pas suffisamment fertiles, qu'on amène des engrais chimiques, qu'on puisse fertiliser ça. Et maintenant, je ne dis pas maintenant qu'en faisant Bukangalonzo, on ne peut pas répéter la même expérience en Ganajika, à Bunia, à Butembo, à Lissala, en Kamba, au Bas-Congo, ainsi de suite. Donc, il faut multiplier plutôt que de détruire ce qu'on a déjà commencé à construire pour recommencer donc à zéro. D'aucuns se posent la question de savoir d'où vous viennent toutes ces idées. Est-ce de l'utopie pour gagner la sympathie ou gagner la confiance de la population pour de fins politiques? C'est un peu la question que d'aucuns se posent aujourd'hui. Bon, il faut que les gens sachent, quand je dis qu'il faut utiliser chaque Congolais là où il peut contribuer le plus, il faut que les gens sachent que nous avons des aptitudes différentes et nous avons des expériences différentes et nous avons fait des études différentes. Lorsque nous voulons faire l'équipe nationale de football et nous voulons gagner le match contre les Lions indomptables du Cameroun et nous voulons constituer les léopards, vous avez le choix entre les éléments suivants. Félix Antoine Tshisekedi pour jouer au numéro 9, Martin Fayoul pour jouer au numéro 9, Noël Tchani pour jouer au numéro 9 et Trésor Mputu pour jouer au numéro 9. Vous choisissez qui si vous voulez gagner le match? Trésor Mputu. Vous choisissez Trésor Mputu parce qu'il est le meilleur dans ce domaine-là. Maintenant, prenez la même équipe maintenant. Vous voulez développer la RDC. Vous voulez mettre en avant quelqu'un qui va être le chantre du développement de la RDC. Vous alignez qui? Aligner Noël Tchani qui a fait 40 ans dans le domaine du développement. C'est ça qu'il sait faire. C'est ça qu'il connaît le mieux. Les autres peuvent riposter, peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent monter des vidéos contre moi pour me discréditer. Mais à la fin de la journée, je suis le meilleur dans ce domaine-là. Maintenant, si on veut utiliser quelqu'un d'autre pour développer l'agriculture, mais il y a des ingénieurs agronomes qui connaissent ce secteur-là par cœur. Qu'on mette ces gens-là en avant dans ces secteurs-là, ils vont donner à la RDC la meilleure performance possible. Donc chacun de nous a un avantage comparatif. Mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, d'où est-ce que moi je trouve toutes ces idées? La RDC a investi dans cet homme-là. On m'a donné ce qu'on appelle la bourse d'études. Vous savez ce que c'est une bourse d'études? C'est-à-dire vous prenez un enfant, vous vous dites, dans 5 ans, il va terminer les études, ou bien dans 10 ans, et en ce moment-là, on va commencer à utiliser ses connaissances. La RDC m'a envoyé à l'école, dans les meilleures écoles de la planète. J'ai étudié à l'Université de Liège, à l'Université de Grenoble en France, à l'Institut supérieur de gestion à Paris. Je suis allé à Adelphi University à New York. J'ai étudié à Adelphi University, à l'Université de Paris 9 Dauphine à Paris. J'ai étudié à l'Université de Harvard aux États-Unis. Après avoir terminé tout ça, ça m'a pris à peu près 35 années d'études. Quand vous avez passé 35 années d'études dans le domaine des banques, des finances, dans le domaine du développement, vous devenez un expert dans ce domaine-là. Il n'y a pas deux comme ça en République démocratique du Congo. Et il faut que chacun reconnaisse aux autres les avantages comparatifs qu'il a. Moi, je ne suis pas le meilleur dans le domaine du football, ni dans le domaine de la boxe, ni dans le domaine de la musique.
Je peux chanter, mais je ne chanterai jamais au même titre que Cindy Locker ou bien Koffi Olomide. Donc chacun a une expertise. Qu'on mette en avant ces expertises-là et la RDC va avancer. Vous avez publié, vous avez mis toutes ces idées sont couchées dans un livre. Malheureusement, ces livres-là ne sont pas trop en circulation en République démocratique du Congo. C'est dû à quoi? Je vais vous dire une chose. J'ai publié plusieurs livres dans le domaine des banques. D'abord, ma thèse de doctorat a porté sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à la Banque centrale du Congo. Je suis spécialiste de la Banque centrale du Congo. Deuxièmement, la thèse elle est disponible à l'Université de Paris 9 Dauphine. J'ai publié un deuxième livre, Vision pour une monnaie forte, et je l'ai publié en 2007. En 2007, je faisais le plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo parce que j'avais réalisé que la politique qu'on menait ne nous amenait nulle part. La Banque centrale n'avait pas de vision. C'est 2007 que j'ai publié ce livre-là. Il est disponible aux éditions de l'Harmattan à Paris. J'ai publié un troisième livre, Building Credible Central Banks, comment bâtir des banques centrales crédibles. Et j'ai comparé la Banque centrale du Congo à la Banque centrale américaine, à la Banque d'Angleterre, à la Banque nationale de la Suisse, à la Banque du Canada. Et j'ai dit, tirons les leçons de ce que les autres bonnes banques centrales ont fait, appliquons à la RDC pour qu'on ait une banque centrale aussi bonne que la Bundesbank allemande. Et ces recommandations traînent toujours dans les livres. Personne ne les lit parce qu'ici les gens ne lisent pas. Mais apparemment, Si à Kinshasa, on ne le voit pas dans les librairies. Je vais vous dire une chose. Tous ceux qui s'intéressent à ce secteur ont ce livre-là. Il y a quelqu'un de la Banque centrale du Congo, 3-4 personnes de la Banque centrale du Congo qui m'ont dit, Noël Tchani, vous savez quoi? Vos livres constituent des références pour nous. Nous avons ça, mais pour des raisons qu'on ne peut pas vous dire, on les cache. Nous avons ça dans les tiroirs. Il y a même quelqu'un qui me dit il est en train d'écrire un livre similaire à celui-là, en s'inspirant donc du mien. Je ne sais pas pourquoi les Congolais sont comme ça. Sortez les livres, mettez-les sur le bureau et dites à tout le monde que vous vous inspirez des idées de tels et vous allez faire la promotion de cela pour que les étudiants puissent apprendre de vous, qui êtes déjà des professionnels. Et si chacun de nous apprend de l'autre dans ce domaine, on va constituer une masse critique pour faire en sorte que la monnaie congolaise devienne aussi bonne que le dollar et l'euro, et la Banque centrale du Congo devienne aussi bonne que la Banque centrale américaine ou bien la Banque centrale européenne ou d'autres banques centrales donc dans le monde. Alors, comment comptez-vous vous faire entendre auprès des gouvernants? Parce que oui, 2023 c'est encore loin, 3 ans oui c'est quand même un peu loin, mais il faudrait que la population congolaise puisse bénéficier de cette intelligence-là. Est-ce que vous évoluez en solo ou vous avez déjà pris quand même cette initiative-là d'aller vers les gouvernants, d'aller vers le président de la République et même le gouvernement pour que vous puissiez ensemble voir comment mettre en musique toutes ces idées? Le président de la République a l'avantage de me connaître plus que quiconque. Il m'a connu avant qu'il ne soit président de la République. Toutes les idées dont je parle ici, le président de la République m'a entendu parler de ça bien avant qu'il ne soit président de la République. Pendant qu'il est président de la République, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. On a parlé de ses idées. Je lui ai remis les livres avec toutes ces idées. Donc, s'il veut les utiliser, il est libre de les utiliser. S'il veut qu'on puisse l'aider à les mettre en œuvre, on est disposé à le faire. S'il estime qu'il peut le faire avec d'autres personnes, il est tout à fait libre. C'est ça le domaine de souveraineté. Quand on est chef de l'État, on est souverain. Et moi, je respecte ça. Maintenant, que faire pour que d'autres gouvernants puissent s'inspirer de ça? C'est pour ça que je multiplie des séminaires, des conférences, et je donne des références des livres. Ceux qui veulent les avoir peuvent les commander, surtout les gouvernants. Ils vont à Paris, ils vont à Bruxelles, ils vont à Londres, ils peuvent acheter ces livres-là à la FNAC, dans des supermarchés, et utiliser cela pour s'éduquer et pour propager la bonne nouvelle ou bien prendre des informations et les mettre en œuvre donc eux-mêmes chacun dans ce domaine. Donc je n'ai aucun problème donc avec ça. La seule chose, c'est que je demande que quand vous utilisez une idée, vous devez mentionner la référence. Sinon, on va vous accuser de plagiat. C'est l'honnêteté scientifique. Et moi-même, je suis sollicité pour être professeur dans quelques universités de la RDC. C'est très bientôt, je pourrais être professeur à l'UNIKIN, à l'Université catholique, à l'université, à l'UPEN,
et à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Donc, ce sont et aussi l'université chrétienne. Cardinal Malula. USEKIN. Ouais, ce sont des universités. Ça se trouve à Mbinza. Ah, ok. Voilà, ce sont des universités qui m'ont sollicité. Mais il y a aussi d'autres universités. Parce que la jeune génération a besoin de ça. Il y a aussi des universités à l'intérieur du pays dans la mesure du temps disponible. Moi, je suis prêt à pouvoir partager cette idée avec d'autres compatriotes, mais surtout à pouvoir présenter aux gens le plan Marshall. Parce que je veux que nous développions ensemble cette grande idée d'une grande vision de développement de la RDC pour que chaque enfant congolais qui grandit sache que ce pays peut devenir plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Et qu'il sache aussi ce qu'il faut faire pour qu'on en arrive à ces résultats-là en l'espace donc de quelques années. Donc je pense que si nous arrivons à multiplier l'appropriation de cette vision par la population congolaise, ce sera très bien pour notre pays. Docteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de finir, votre micro ou votre caméra est là, l'objectif de la caméra est là, devant vous. J'aimerais que vous puissiez conclure cette émission, mais en vous adressant à la population. Oui, la population a toujours entendu ces très beaux discours pour le développement, tout ça, des plans aussi succulents pour le développement de la RDC. Et parfois, la population en a marre. Elle dit, mais vous venez avec des belles idées, mais une fois aux affaires, vous oubliez complètement, vous rangez dans des tiroirs tout ce que vous avez comme des idées. Qu'est-ce que la population peut retenir aujourd'hui de Dr Noël Tiani? Vous avez la parole. Je dirais à mes chers compatriotes que nous avons un très beau pays. Un pays qui peut devenir une véritable puissance au niveau des économies africaines, mais également un pays qui peut devenir le pays avec lequel on doit compter sur le plan mondial. Mais pour arriver à réaliser cet objectif-là, nous avons besoin en tant que peuple congolais d'avoir une certaine attitude à l'égard du développement de notre pays. La première des choses que nous devons faire, c'est combattre les antivaleurs. Ce sont des antivaleurs qui ont fait que le Congo soit cloué au sol et ne sort pas du sous-développement. Ces antivaleurs, elles sont tellement nombreuses, mais je voudrais vous mentionner quelques-unes. La corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics. Je voudrais aussi ajouter ce que je peux dire, la légèreté dans la façon dont les politiciens, les hommes politiques ou les dirigeants font des choses. Le tribalisme, le favoritisme. Toutes ces antivaleurs-là font que on n'arrive pas à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et à bénéficier de son expertise ou bien de sa contribution au développement du pays. Nous avons comme objectif de développer la RDC au profit de tous. Si nous devons le faire, moi je vous invite, chacun dans ce domaine, à se mettre à la disposition du pays, à mettre de côté des petites considérations. Celui-ci, il est originaire donc de telle province et je vous dis que toutes les provinces sont les mêmes et tout le monde souffre de la même chose. Nous sommes tous pauvres, nous n'avons pas d'opportunité. Quand nous allons nous mettre au travail pour développer la RDC au profit de tous, le tribalisme va disparaître. Mais pour l'instant, nous devons nous faire violence pour ne pas mettre ces antivaleurs en avant parce que ça nous divise plus que ça nous unit. Donc, je vous invite à prendre connaissance de cette vision de développement qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je l'ai actualisé après Covid-19. Je vous dis que si nous la mettons en œuvre, nous allons réussir en tant que pays, nous allons développer la RDC, créer des emplois pour tout le monde, créer des infrastructures partout, diversifier l'économie congolaise et surtout améliorer les standards de vie de la population congolaise. C'est faisable. Et c'est faisable pendant que nous sommes vivants. Pendant les 15 prochaines années, nous sommes capables de le faire. Moi qui vous parle, je l'ai fait ailleurs. Et je pense que nous pouvons répéter cela à une vitesse exponentielle parce que notre pays n'est pas n'importe quel pays. Si on a mis 15 ans au Cap-Vert pour partir de $170 de PIB par habitant, atteindre $7 500, nous pouvons le faire au Congo, mais de façon exponentielle. Je vous invite donc à nous mettre ensemble. Je ne suis pas en campagne électorale. Je voudrais simplement qu'on puisse créer des conditions pour que le pays puisse se développer au profit de tout le monde. Merci beaucoup, docteur. C'était donc un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci également, chers téléspectateurs. C'est donc par ici que nous mettons un point final à cette émission Carrefour. Nous avions reçu pour vous docteur Noël Tiani. C'est un économiste de son état. Nous avons
avons parlé des mécanismes pratiques pouvant faire en sorte que l'agriculture, l'élevage, la pêche en République démocratique du Congo puissent être développés. Pourquoi pas? Pour que de là vienne l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci à Riva Ilanga qui était derrière les caméras pour la prise des vues. Merci également à la marque Stellache des Christelle Monvoudi qui m'a habillé aujourd'hui. Merci également à vous tous. Nous prenons rendez-vous pour bien prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.